Cléopsitra est un Pokémon de la génération 9 qui est un mélange entre Cléopâtre et une autruche. C'est un Pokémon qui a des statistiques extrêmement bien équilibrées pour son rôle, beaucoup d'attaques spéciales et une haute vitesse. Et sa force se trouve dans l'une des attaques qu'elle peut apprendre, qui est la force ajoutée. Donc force ajoutée, c'est une attaque qui fait des dégâts en fonction du nombre de boosts que son utilisateur a dans son carquois. De base, elle fait que 20 dégâts, mais si par exemple Espatra a plus 1 d'attaque, la puissance elle va passer de 20 à 40. En fait, c'est par incrément de 20 que ça vient s'ajouter. Et si par exemple elle a plus 2 de défense et plus 2 de vitesse, quand elle lancera l'attaque, ce sera plus 80 avec les 20 de puissance de base qui viennent s'ajouter pour un total de 100. Donc plus on accumule de boost, plus l'attaque devient puissante et plus on est dangereux. Et l'avantage de Cléopsitra, c'est qu'elle a le talent turbo qui, à chaque fin de tour, augmente son niveau de vitesse de 1. À cela vient s'ajouter l'attaque plénitude qui augmente la défense spéciale et l'attaque spéciale toutes les deux de 1 niveau. Et si on cumule tous les boosts de plénitude et de turbo, on arrive avec une attaque force ajoutée qui a une puissance inégalée. On utilise aussi l'attaque éclat magique qui est simplement une attaque de type fée qui permet de toucher de manière super efficace les Pokémon de type ténèbres qui eux sont immunisés aux attaques de type Psy, donc contre force ajoutée. Et en fait on n'a pas vraiment besoin de grand chose d'autre, la force ajoutée est tellement forte que même des Pokémon qui résistent l'attaque, vaut mieux les attaquer avec ça aussi parce que voilà, au bout de 6 ou 7 boosts, il n'y a aucune attaque qui fait autant de dégâts que ça. Bienvenue chez Cliff et les oiseaux et aujourd'hui on se retrouve avec une équipe très orientée all out, ce qui veut dire on donne tout, on lâche rien et on a que des Pokémon offensifs qui sont pas pensés pour rester très longtemps sur le terrain. Alors là on va voir une petite saccade qui n'apparaîtra plus à la fin de la vidéo, ça c'est un petit problème de montage mais il n'y aura pas sur les prochaines je l'espère. On se retrouve donc contre un Heatran, voilà, personnage très puissant. Bon, ça nous empêche pas de mettre nos pièges rock. Et le Heatran, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nuance l'attaque feu follet. Alors l'attaque feu follet qui nous boule, donc il nous fait quelques petits dégâts à tous les tours. Et surtout qui divise notre attaque par deux. Donc là si on décide d'attaquer directement le Heatran, il va pas se prendre autant de dégâts qu'il devrait se prendre en temps normal. C'est pas grave, on va quand même le faire. J'ai vu qu'il avait les ballons qui le protègent contre les attaques de type sol. Et le Heatran c'est un Pokémon qui est vachement défensif, il est vachement résistant. Et si je veux pouvoir m'en débarrasser, il va falloir que j'y aille à petite incrémentation. Donc on va faire une petite attaque sabotage qui fait quelques dégâts et qui se débarrasse de ses ballons. Et le Vortex Magma qui attaque notre Lestonbec et qui lui fait des petits dégâts résiduels. Bon, c'est pas très grave, moi j'ai pas envie de préserver mon Lestonbec sur cette partie. Il a fait l'attaque piège rock et pour moi c'est ce qui compte, donc je me suis dit vas-y je refais sabotage. Heatran il va sans doute attaquer en premier, il va mettre KO mon Lestonbec et je vais pouvoir passer à l'étape numéro 2 de mon plan. Mais c'est pas le cas, il passe sur son Exagel. Je me demande mais pourquoi il passe sur son Exagel, c'est quoi le but de ça? Et je vois les bottes de chantier, je me dis c'est peut-être un Pokémon qui va essayer de mettre ses propres pièges roches. Du coup je me suis dit allez on va l'en empêcher, on va faire l'attaque provoque qui empêche de faire des attaques indirectes. Et je me suis bien trompé, l'attaque tour rapide donc qui enlève mes pièges rock. Je me demande si un jour j'arriverai à faire une vidéo avec mes pièges rock qui vont durer plus de 2 tours dans la partie. Un jour peut-être, mais ce n'est pas ce jour-là malheureusement. Donc voilà, l'Exagel qui a gagné plus 1 de vitesse et qui a enlevé nos pièges d'entrée. Et alors c'est pas grave, on va en profiter tant qu'il n'y a pas de piège rock contre nous. Et on va utiliser un Flambuseur qui a le talent Helbourrasque qui fait que il a la priorité pour toutes ses attaques de type vol tant qu'il a tous ses points de vie. Et avec ça, je vais faire du coup mon attaque vent arrière. Vent arrière qui va doubler la vitesse de tous mes Pokémon pendant 5 tours.
Alors là on a lancé vent arrière, je me dis c'est dommage qu'il m'ait pas attaqué puisque j'avais mis en plus le bouton d'éjection qui me l'aurait fait renvoyer dans ma Pokéball après m'être pris une attaque. Donc je suis obligé de perdre du temps à attendre que mon Flambuzard soit mis KO pour pouvoir passer sur ma vraie menace et que mon plan arrive enfin à son paroxysme. Donc je fais une petite attaque tacle-feu qui brûle l'Elector, ce qui est plutôt pas mal. Bon, l'Elector c'est pas un Pokémon physiquement offensif, hein, donc diviser son attaque par deux c'est pas très grave, mais au moins la brûlure ça va y faire quelques dégâts résiduels, et Elector bah, c'est comme hein, c'est un peu comme Itran, hein, c'est très résistant et ça se barre rarement en un coup. Donc tous les petits dégâts résiduels qu'on peut leur faire, c'est toujours bienvenu. L'élector qui fait changer clair, donc qui se débarrasse de notre Flambuzard et qui rentre dans sa Pokéball. Et nous, ça nous permet de mettre en jeu notre arme secrète, le fameux Tapatoes. Tapatoes qui a le talent cran. Et le talent cran, ça fait que si le Tapatoes il a une condition, brûlé, empoisonné, paralysé, son attaque est doublée. Et en fait, il tient une orbe de flamme. Et l'orbe de flamme fait qu'à la fin du tour, le Tapatoes devient brûlé. En fait, il se brûle lui-même. Et avec ça, je vais pouvoir avoir mes dégâts doublés. Et en plus, il connaît l'attaque façade. L'attaque façade qui a 70 d'attaque de base, mais qui voit aussi ses dégâts doublés si on a une condition sur nous. Donc ça fait double. Avec façade et avec cran, on a un double doublage, ce qui est extrêmement balèze. Et je me dis, bon allez, vas-y, on va attaquer le Hector. Tant pis s'il a le casque de chantier qui va nous faire des petits dégâts résiduels. Le but là c'est de profiter au maximum du vent arrière pour essayer pour attaquer le plus vite possible et le plus fort. Et on vient de voir que le vent arrière vient de se terminer. Donc là c'est bien dommage. Il y a le Hitran qui passe, qui revient en jeu. L'attaque façade ne sera pas suffisante pour le mettre KO parce que c'est un type acier, ça résiste les attaques de type normal. Du coup je me dis je vais protéger mon Tapatoes, je vais pas faire en sorte qu'il se fasse one shot par le Hitran, et je vais essayer d'avoir le Hitran à petit feu avant de remettre le Tapatoes en jeu. Et c'est pour ça que je mets le Magmagar, qui aussi un Pokémon de type feu. Comme je m'attendais à avoir le Vortex Magma vu que je l'ai vu tout à l'heure, le fait d'avoir mis un autre Pokémon de type feu, ça nous permet de résister l'attaque et donc de prendre la moitié de dégâts qu'avec un autre Pokémon. Alors, on pourrait faire l'attaque lance-flamme contre le Hitran, mais ce serait une grosse erreur. La plupart des Hitran, ils jouent en fait le talent torche, qui fait qu'ils absorbent tous les dégâts de type feu. Et ça augmente leur attaque spéciale une fois qu'ils sont touchés par l'attaque de type feu qui n'a pas fait de dégâts. Du coup je me suis dit je vais faire l'attaque tonnerre, et avec l'attaque tonnerre on aura peut-être une chance de paralyser. Et qu'est-ce qui se passe? On a réussi à le paralyser, donc ça c'est super. Alors je me dis on va faire tonnerre jusqu'à ce que mon canard tichot soit KO. Et ça laissera peut-être le Hitran à un niveau de point de vie qui sera suffisant pour pouvoir s'en débarrasser avec le Tapatoes. Donc là on voit le Hitran qui fait l'attaque Telluriforce, qui est une attaque de type sol, donc qui est super efficace contre les Pokémon de type feu, pardonnez-moi. Et ce qui met bien sûr KO mon Magmagar. C'est pas grave, je me dis là ça y est, je vais pouvoir remettre mon Tapatoes. Tapatoes qui est naturellement plus rapide que le Hitran d'une dizaine de points. Et en le terra cristallisant en type normal, ça va augmenter les dégâts de façade de 33%. Et avec ça, ça va faire de très bons dégâts. C'est ce que je fais, je me dis ça permet de terminer le Hitran. Mais l'adversaire pas bête, il se dit il y a Yangi sous roche, je vais enlever le Hitran et je vais envoyer un Pokémon va sans doute qui n'a plus vraiment d'utilité dans la partie, qui est l'Hexagel. Et l'Hexagel en effet se voit totalement bulldozérisé par l'attaque façade et KO. Donc là je me dis, qu'est-ce qui reste en face? Il reste un Léviator, un Majaspic, un Garde-Fer et le Hitran. Il y a peu de chances que le Tapatoes arrive à se débarrasser de tout ça lui tout seul. Et en face on a la Garde de Fer. La Garde de Fer qui est un Pokémon de type Fée et combat si je ne dis pas de bêtises. Et il y a peu de chances que notre Tapatoes aille plus vite que lui. Par contre,
ce qui est possible de faire, c'est passer sur le Cléopsitra. Cléopsitra qui est spécialement défensif, et généralement les gardes de fer, ils attaquent de manière spécialement. C'est-à-dire qu'ils font des attaques spéciales, ils utilisent généralement pouvoir lunaire. Et si je me dis si j'envoie la Cléopsitra, on va peut-être pouvoir absorber une attaque, ne pas être KO, avoir Turbo qui s'active et peut-être faire une attaque plénitude pour pouvoir gagner encore plus en défense et tanker la garde de fer quasiment indéfiniment et renverser la game grâce à force ajoutée. Alors là il s'avère que on n'a même pas pris de dégâts, c'est encore mieux. Je ne sais pas pourquoi l'adversaire a décidé d'enlever la garde de fer alors qu'il était en très bonne position avec, pour remettre le Heatran. Et nous on sait que le Heatran c'est un Pokémon spécialement qui attaque de manière spéciale. Du coup je me dis là c'est super, je vais pouvoir faire mon attaque plénitude. Je le fais une fois, il est paralysé, je me dis autant le faire une deuxième fois. Donc je refais une deuxième fois l'attaque plénitude. Là je me dis c'est bon, c'est pas la peine que j'ai déjà 6 boosts, c'est pas la peine que je me prenne une attaque vortex de magma pour me prendre des dégâts résiduels. Je me dis je vais lancer l'attaque force ajoutée, mais l'attaque force ajoutée est résistée. Et ça ne met pas KO le Heatran. À mon avis, il est spécialement défensif, le Heatran. Il a tous ses talents, tous ses EV, comme on dit, ajoutés en points de vie et en défense spéciale. C'est pour ça qu'il a résisté à la force ajoutée. Et on se prend du coup quelques dégâts. Mais c'est pas très grave, je me dis. On va se prendre des dégâts résiduels, mais à tous les tours, on a quand même notre boost de vitesse grâce à Turbo. Et on a quand même plus 2 d'attaque spéciale et plus 2 de défense spéciale. Donc on se demande qu'est-ce qui va pouvoir nous résister par la suite. Alors, il y aurait une solution, il y aurait la ceinture force qui permet à l'adversaire de survivre à un coup, peu importe les dégâts du coup, tant que l'adversaire est à 100% de ses points de vie. Et ça permettrait du coup de revenge killer, comme on dit dans le milieu, le Pokémon qui se fait attaquer. L'adversaire en face, il terra cristallise la garde de fer pour résister à la force ajoutée. Et j'ai pensé, je me suis dit, est-ce que je fais l'attaque force ajoutée ou est-ce que je fais l'attaque éclair lumineux? Mais je me dis dans tous les cas, qu'est-ce que j'ai à perdre à lancer l'attaque force ajoutée? Là on a 6-7 boosts. Est-ce qu'il y a un Pokémon, même en résistant, qui ne serait pas entraîné de manière spécialement défensive, qui arriverait à survivre à cette attaque en fin de compte? Je me suis dit allez, on y va. On lance la force ajoutée et il s'avère qu'on met KO la garde de fer. En face, un Majespic qui n'a aucune chance de survivre à cette force ajoutée extrêmement boostée. Là on doit être plus 8 de statistiques. Et en effet la pauvre bête claquée au sol, malheureusement. Et en face, qu'est-ce qu'il nous reste? Si je ne dis pas de bêtises, il nous reste un Léviator. Léviator, qu'est-ce qu'un Léviator pourrait faire contre une Cléopsitra boostée à 7 ou 8 boost de vitesse, de défense spéciale et d'attaque spéciale. Alors peut-être qu'il y a la fameuse ceinture force, on sait jamais, et qui pourra peut-être nous tuer en un coup après avoir résisté la force ajoutée, mais bon, il s'avère que non. Il s'avère que non, l'adversaire a quand même essayé d'aller jusqu'au bout. Donc respect à l'adversaire, et on voit que Cléopsitra, même si c'était pas le Pokémon que j'avais essayé de mettre en avant dans cette équipe, je l'avais gardé dans ma poche arrière au cas où le Tapas OS ne réussissait pas à aller jusqu'au bout. Mais il s'avère que la Cléopsitra, elle a trouvé l'opportunité pour s'installer, et à partir de rien, elle a fait un boost. Elle a fait 2 boosts, il y a les turbos qui se sont activés, et puis au bout d'un moment, ça devient stoppable. Voilà, bravo Cléopsitra. Bravo l'adversaire et je vous retrouve sur la prochaine.